Bienvenue dans ce webinaire sur les matériaux pour l'électronique. Donc, notre présentateur aujourd'hui, c'est Wilfried Blanc, qui est directeur de recherche du CNRS, rattaché à l'Institut de physique de Nice. Son travail concerne la conception, la réalisation et la caractérisation de fibres optiques. Ses sujets de recherche, comme vous allez voir, sont orientés sur le développement de nouveaux matériaux pour les fibres optiques et leur application en tant que capteur, laser, etc. Il est par ailleurs secrétaire de l'USTV, membre des comités techniques au sein de l'International Commission on Glass. Wilfried est aussi impliqué dans les comités éditoriaux de Optical Materials X and Glass Europe. Il participe à des actions de diffusion de la culture scientifique, en particulier à travers la section Côte d'Azur de la Société française de physique qu'il anime depuis 10 ans. Donc son titre, vous allez le voir, ce sont les fibres optiques Sitius, Altius, Fortius, Diffusius. Wilfried, je te laisse la main. Ouais, merci. Alors, je vais partager l'écran. Partager. Et je lance le diaporama. Voilà, vous voyez bien le diaporama, c'est bon? Tu as remis la présentation. Oui, c'est la présentation là, ouais. D'accord, mais tu n'as pas démarré. Voilà, ça c'est parfait. C'est bon? Ouais, ouais, Ok, vas-y. très bien. Bon, bah, merci pour l'introduction. Effectivement, donc c'est un séminaire qui s'inscrit dans le cadre du futur congrès matériaux qui aura lieu donc en novembre, hein, il vient d'être dit. Et dans le cadre de ce congrès, il y a plusieurs sessions qui vont être proposées. Et donc là, l'idée, c'est d'illustrer un des thèmes qui pourrait être Wilfried, abordé. Oui, ça s'est remis en format complet. Il faut que tu arrêtes de laisser la souris sur démarrer. Voilà. c'est bon là? Parce que moi, je la Là, vois pas. c'est parfait. D'accord, OK. Bon, ça marche et donc c'est une de dans une des donc il y aura une des sessions qui s'appellera, matériaux pour l'optique et l'optoélectronique et dans ce cadre-là, et donc tous les matériaux seront évidemment bien abordés et alors l'idée, c'était de présenter en particulier sur les fibres optiques, et d'axer plus particulièrement du côté de la transparence. Alors quand on parle des fibres optiques, évidemment, on peut avoir tout de suite en lien le côté optique, hein, se contenter en tout cas de voir comment la lumière va se propager à l'intérieur, de reprendre les équations de Maxwell, et puis à ce moment-là, on a quelques informations liées aux matériaux, hein, l'indice de réfraction, la transparence. Et ben, après, hein, à un moment, il faut quand même passer à l'étape du matériau et du procédé, c'est-à-dire que, comment est-ce qu'on va obtenir ce matériau et comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en forme pour obtenir la fibre qui est pressentie. Et donc l'idée, bah, voilà, une des façons d'aborder et qui montre bien un exemple sur comment est-ce qu'on aborde ces problématiques de matériaux, de procédés. Voilà, donc j'ai voulu axer du côté de la transparence, de l'ultra-transparence. Parce que contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, c'est que quand on pense à l'ultra-transparence, on va penser à la télécommunication, donc quelque chose qui s'est énormément développé au cours des années 70. En tout cas, on va voir le développement pour les fibres optiques. Et que il y a quand même toujours une recherche qui est très active sur cette thématique, hein, de l'ultra-transparence. Donc on va aller voir vers l'ultra-transparence, d'où le côté Altius, hein, du titre. Donc là, c'est pas dans la hauteur, mais plutôt dans la longueur. Et ce qu'on verra, c'est qu'un des effets qui n'était pas forcément attendu, mais un autre effet dans cette recherche de l'ultra-transparence va conduire aussi à avoir une augmentation de la vitesse de la lumière dans les fibres optiques, d'où le côté Sitius. Et puis, comme toujours, hein, quand il y a un sujet qui marche bien, on regarde toujours aussi comment ça se passe de l'autre côté, à l'opposé. Donc autant dans la première partie du séminaire, on va plutôt parler de l'ultra-transparence, donc d'aller chercher des matériaux qui vont être très purs, très, très homogènes, de manière à avoir la lumière qui va pouvoir se propager sur la plus grande distance. Autant dans la deuxième, on va voir qu'au contraire, on va chercher l'opposé, à savoir un verre qui va à présenter des hétérogénéités, et donc qui va par exemple dévitrifier, donc c'est absolument pas ce qu'on cherche en général. Et puis, la lumière va aussi donc liée à la présence de ces hétérogénéités, la lumière va être fortement diffusée et donc va se propager sur des très petites distances. Ce qui fait qu'on est plutôt, par rapport à la première approche, on est plutôt sur une approche enfin plutôt négative. Mais comme on le sait en maths, hein, moins par moins égale plus. Donc on verra il y a quand même un gain à tirer de cette approche opposée à partir de la diffusion de la lumière, et en particulier, on verra qu'on peut, il y a pas mal de questions, ça soulève pas mal de questions au niveau des matériaux et des procédés. Alors si on commence par le côté ultra-transparence, hein, la première partie du webinaire,
Alors, quand on parle ultra-transparence, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pense tout de suite à télécommunications. Alors, je vais faire un petit pas en arrière au niveau de l'historique parce que, on va voir que la première application des fibres optiques qui va être vraiment importante, c'est plutôt le fibroscope. Donc le fibroscope qui est déjà développé dans les années 1920. Alors c'est très important comme application parce que, d'une part, ça va concerner le grand public, hein, c'est les applications de santé, donc ça là, ça concerne tout le monde. Et puis ce qu'on va voir, c'est que le fibroscope, en fait, permet de commencer à construire les premières briques qui vont après amener vers le développement, vers les, fibres optiques pour les télécommunications. Alors une façon de voir le fibroscope, donc en tout cas la propagation de la lumière, hein, telle qu'on la présente en général, on a un fil de verre, la lumière qui se propage à l'intérieur et puis en général, on a l'image assez classique, alors c'est ce qui dérive de l'optique géométrique avec des rayons et puis le rayon qui est complètement réfléchi à l'interface entre le verre et puis l'air. Alors ça, bon, cette réflexion-là est issue des travaux, hein, qu'on connaît, hein, sur la réfraction de la lumière. Donc pour l'illustrer, donc on a un rayon de lumière ici qui part de l'eau, une partie peut être réfractée pour aller dans l'air, une partie qui va être qui va être réfléchie. Et puis, bon, ça, donc, c'est les fameuses lois de Snell-Descartes, hein, les N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, donc ça, c'est très bien connu. Et puis, si on augmente l'angle d'incidence du rayon donc incident, si on dépasse, alors j'ai matérialisé ça par un trait rouge, si on dépasse ce trait rouge qui va correspondre à un angle dit critique, à ce moment-là, la lumière va être complètement réfléchie à l'interface. C'est-à-dire que, alors on appelle ça à ce moment-là le mécanisme de réflexion totale interne. Et là, alors c'est pas forcément intuitif, hein, parce qu'on a deux milieux qui sont complètement transparents, donc a priori qui sont là pour laisser passer la lumière, mais malgré tout, avec des conditions d'angle suffisantes, on peut avoir ce mécanisme de réflexion totale interne. Et donc, c'est ce qui va être à la base, hein, c'est pour ça qu'on représente en optique géométrique, on va représenter cette lumière qui va rebondir aux différentes interfaces et que, par analogie, on parle de guidage par réflexion totale interne à l'intérieur des fibres optiques. Alors, évidemment, une des problématiques qui va être posée par le développement des fibroscopes, c'est qu'un fibroscope, ce n'est pas une seule fibre, ça va être un ensemble de fibres. Et puis, comme il y a des centaines, des milliers de fibres, certaines peuvent se toucher. Et la condition qu'on a vue tout à l'heure de réflexion totale interne, qui était liée au fait que ça se passe quand la lumière passe d'un milieu d'indice élevé vers un milieu d'indice faible, donc il faut qu'il y ait un changement d'indice de réfraction entre les deux milieux. Si maintenant on considère que les deux fibres se touchent, à ce moment-là, on n'a plus cette condition de différence d'indice. Potentiellement, la lumière ne voit plus la différence d'indice, donc peut passer d'une fibre à une autre fibre, et on comprend que cela va complètement dégrader la qualité de l'image au final dans le fibroscope. Donc ça, c'est un problème qu'il a fallu résoudre. Et la proposition qui a été faite, c'est en fait, on retrouve là, en 1954. Donc en 1954, donc il y a deux articles qui sont parus dans Nature. Et le premier traite justement de comment améliorer la qualité de ces fibroscopes. Et l'idée, c'est justement de mettre autour de la fibre, de rajouter ce qu'on va appeler donc une gaine. Voilà, qui permet de faire en sorte que même si les deux fibres vont se toucher, à ce moment-là, il n'y a plus de contact entre la partie où la lumière se propage. Et donc, on va éviter la fuite de lumière d'une fibre à une autre fibre. Et donc ça va permettre d'améliorer la qualité de l'image et du transport de l'image. Donc ça, le premier article traite de ça, et le deuxième article qui est, vous voyez, même revue et donc même page, hein, donc c'est à l'époque où on pouvait encore écrire des articles très courts, hein, parce qu'ils sont tous les deux page 39. Et donc là, par contre, l'intérêt du deuxième article, c'est juste qu'il propose le terme fibroscope qui n'existait pas encore forcément avant. Alors maintenant qu'on a la solution, donc alors ce qui était proposé pour la gaine, là, ça restait encore un petit peu flou. Donc ce qui avait été proposé initialement, ça avait été par exemple de mettre un revêtement métallique sur le verre, ou comme il est écrit dans l'article aussi, de peindre la fibre en noir pour favoriser les réflexions. Alors, ce pas des solutions qui ont été viables. Par contre, la solution a été proposée. Alors oui, alors je reviens là-dessus. Donc là, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on va définir du coup la structure de la fibre. Donc la partie centrale où la lumière se propage, c'est ce qu'on va appeler le cœur de la fibre. Et puis autour, donc on va avoir la gaine. Et donc on a la structure cœur-gaine qui est celle qu'on va retrouver pour les télécoms pour la suite, mais qui découle déjà directement de ce qui avait été obtenu pendant le développement donc du fibroscope. Donc la solution, quelle est la gaine qu'on va utiliser? Donc au final, ce qui a été proposé, c'est un étudiant, Curtis,
étudiant de licence qui en fait va proposer d'assembler deux éléments en verre. Donc on a le schéma en haut, donc ça c'est une image extraite de son brevet. Et donc il y a un barreau de verre qui va être enchâssé dans un tube de verre. Alors évidemment, il faut que le tube de verre autour ait un indice de réfraction qui soit plus faible que le barreau central. Et donc ça, en jouant sur les compositions de verre, on peut à ce moment-là atteindre cette différence d'indice, il n'y a pas de souci. Et cet assemblage, alors cet assemblage, c'est ce qu'on appelle une préforme, et cette préforme va ensuite être étirée à chaud de manière à obtenir la fibre optique. Et donc ça date de 1955, et tous les procédés d'étirage de fibre optique encore actuellement restent sur cette approche, c'est-à-dire qu'on a toujours une préforme qui va être étirée à chaud pour obtenir derrière la fibre optique. Alors ce qui va évoluer, après je vais en parler, c'est les procédés qui vont permettre de fabriquer la préforme. Donc là, on est sur un procédé qu'on appelle Rod-in Tube. On va obtenir d'autres procédés dans la suite, on va comprendre pourquoi. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir donc cette préforme qui est ensuite étirée pour former la fibre optique. Alors, si on veut maintenant aller sur le côté télécommunication, télécommunication, comme son nom l'indique, hein, télé, c'est pour aller à distance. À distance, ça veut dire sur quelle distance la lumière peut se propager dans le verre. Le verre nous paraît tout à fait un matériau approprié pour transporter de la lumière sur des longues distances, mais quand on regarde en fait sa transparence, dans les années 60, là, donc juste après le fibroscope, alors, je vous ai mis là ce que je vous ai mis sur le schéma. Donc, vous avez l'échelle de gauche qui correspond aux pertes optiques en dB par kilomètre, qui n'est pas forcément l'échelle la plus courante, hein. Donc, elle est convertie à droite par rapport à la longueur que la lumière peut parcourir et n'avoir plus que 1% du signal transmis après la longueur donc indiquée. Donc, plus on descend vers le bas et plus on va être transparent. Donc là, typiquement, dans les années 60, au moment du fibroscope, la transparence du verre, c'est à peu près de l'ordre de 20 mètres. Voilà. Donc, le verre nous paraît toujours très transparent, mais après 20 mètres de propagation dans ce verre, on n'aurait plus que 1% du signal. Donc évidemment, qu'est-ce que ça veut dire, cette transparence, cette limitation? C'est que si on atteint une faible intensité, si on va aller plus loin, à ce moment-là, il faut réamplifier la lumière. Et donc, voilà. Donc s'il faut réamplifier la lumière tous les 20 mètres, on comprend évidemment que ce n'est pas un système qui va être viable pour des transports à longue distance. Alors là, la courbe s'arrête en 1966 parce que c'est une année importante pour les charnières, même pour les fibres optiques. C'est l'année à laquelle l'article fondateur de George Ockman et Charles Cao va être publié, dans lequel justement il se pose la question pourquoi à quoi est due cette limitation de transparence du verre. Et la réponse, c'est qu'en fait, à l'intérieur du verre, il y a des impuretés qui sont présentes. Alors, une des impuretés classiques, c'est le fer, hein, c'est ce qui donne en tout cas la coloration verdâtre qu'on peut voir dans les verres, par exemple. Et donc, si on arrive à enlever les impuretés qui sont présentes à l'intérieur du verre, à ce moment-là, on peut améliorer sa transparence. Ce n'est pas un problème intrinsèque, c'est un problème extrinsèque. Donc, si on arrive à enlever toutes ces causes extrinsèques, à ce moment-là, on peut améliorer la transparence. Et ce qui est écrit dans la conclusion de cet article fondateur, c'est que si on atteint à ce moment-là les pertes de 20 dB du kilomètre, donc si je reviens sur le transparent d'avant, 20 dB du kilomètre, ça veut dire si on arrive à atteindre une transparence de l'ordre jusqu'au kilomètre, à ce moment-là, on pourra envisager un système de télécommunication basé sur les fibres optiques. Alors ça, c'est un article vraiment important pour les fibres. Et à l'issue de ces travaux, Charles Cao va recevoir le prix Nobel de physique en 2009 en particulier pour cette publication. Donc 1966, publication de cet article avec un seuil, 20 dB du kilomètre. Et 4 ans après, 1970, une équipe de Corning atteint cet objectif en réalisant la première fibre dite transparente, puisqu'elle atteint ce seuil des 20 dB du kilomètre. Alors, vous avez donc l'équipe la photo de Keck, Maurer et Schulz, l'équipe de Corning qui va obtenir ce résultat. Et puis à droite, vous avez une image là, du K-Manip de Keck dans lequel il écrit les 17 dB du kilomètre. Et il y a un fameux whoopie qui est souvent repris pour montrer que ça, ils étaient contents. Ils avaient réussi à atteindre cet objectif. Donc ça, a priori, les télécommunications optiques pouvaient, en tout cas la fibre, commencer à s'améliorer suffisamment pour les propriétés de transmission pour les télécommunications. Alors 70, c'est une année qui est importante pour les télécommunications optiques, d'une part parce qu'il y a la première fibre transparente qui apparaît, et puis après, dans fibre optique, il y a fibre optique, donc la fibre, elle est transparente, et il restait la partie optique, puisqu'on transporte de l'information sous forme de signaux lumineux. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, les lasers ou les diodes laser ne fonctionnaient pas à température ambiante. Et en 1970, apparaît la première diode laser à LGRS qui va
à émission continue qui fonctionne pour la première fois à température ambiante, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc, on a à la fois en 1970 la première fibre qui devient transparente et la source de lumière qui devient viable, une diode laser qui fonctionne à température ambiante, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc, c'est vraiment la porte ouverte pour le développement derrière des télécommunications. Et pareil, donc pour le développement de cette première diode laser qui fonctionnera à température ambiante, donc Alferov recevra le prix Nobel de physique en 2000. Donc là, on a donc 1970, première fibre transparente, on atteint le kilomètre, et vous voyez qu'à la fin de l'année, donc de la décennie, en 1979, la transparence de la fibre est même passée jusqu'à 100 kilomètres. Donc j'ai remis au milieu pour la DSL, ceux qui s'en rappellent, là, qui ont utilisé la DSL. Voilà, typiquement pour comparer, les pertes avec les câbles de cuivre, on est à peu près à quelques dB du kilomètre. On est à 5 km à peu près, typiquement de transmission. Donc là, avec la fibre optique, on peut transporter de l'information sur des distances beaucoup plus importantes. Alors, comment est-ce qu'on a été capable d'obtenir cette transparence, de franchir ce seuil, passer de 20 mètres à 100 km en un laps de temps aussi rapide? Alors, le secret, en fait, ça va être dans la synthèse de la silice. Je vous ai dit qu'il fallait enlever toutes les impuretés qui étaient présentes à l'intérieur de la silice. Donc là, pourquoi est-ce que la silice était limitée dans sa transparence, où il y avait la présence de ces impuretés? C'est que si vous prenez du sable, le sable n'est pas forcément très pur, il va être chauffé à haute température pour fondre, et à ce moment-là, il y a une contamination possible par le creuset. Donc il y a un ensemble d'impuretés qui peuvent être présentes et qui vont être évidemment, quand on cherche de l'ultra-transparence, ça peut poser des problèmes. Donc là, c'est un autre procédé, un procédé complètement différent qui va être utilisé, c'est ce qu'on appelle un procédé en phase vapeur. Donc l'idée, c'est qu'on a du gaz, donc de l'oxygène qui va arriver à l'intérieur d'un liquide, du SiCl4, et en sortie, donc on passe dans ce qu'on appelle le bulleur, et en sortie, on récupère uniquement les vapeurs de tétrachlorure de silicium et d'oxygène. Avec une source de chaleur, typiquement un chalumeau. À ce moment-là, on va pouvoir initier la réaction d'oxydation entre les deux composés, et on va former à ce moment-là des suies de silice qui vont pouvoir se déposer à l'intérieur du substrat qui nous intéresse, et le chlore, le gaz qui va être neutralisé. Alors ça, alors pour information, c'est un procédé qui existait déjà, qui avait été développé en 1934. Il n'a pas été développé spécifiquement pour rechercher pour les fibres optiques. En fait, c'est un procédé qui était développé par Corning qui est intéressé pour trouver un procédé, comment faire des suies de silice de manière à avoir des formes avec des objets en verre qui soient complètement différents. Donc la première utilisation n'était pas du tout pour la silice très transparente, mais c'est un procédé qui a été réutilisé donc 40 ans après pour sa capacité à produire de la silice de très haute pureté. Et comme j'ai dit, j'ai mentionné, on a dans le cas des transports dans les fibres optiques, donc on a une partie centrale, le cœur, qui doit avoir un indice de réfraction plus élevé que la gaine. Donc la gaine est généralement de silice si on considère les fibres de télécommunication, et à ce moment-là, le cœur, lui, va être dopé avec du germanium. Donc on peut importer par la même solution, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par du SiCl4, on passe dans un bulleur de GeCl4 et on récupère à ce moment-là les deux composés gazeux qu'on va pouvoir déposer sous forme de suie à l'intérieur du tube substrat qui va nous intéresser. Alors l'intérêt c'est de cette approche en phase vapeur, c'est d'une part qu'on sait faire de l'oxygène de très très haute pureté. D'autre part, le tétrachlorure de silicium est aussi préparé avec une très haute pureté. Mais en plus, il y a un autre point important pour cette haute pureté, c'est qu'ici on a une figure qui représente les différentes pressions de vapeur saturante de ces chlorures. Et ce qu'on voit, c'est que la pression de vapeur saturante du SiCl4 et GeCl4 est très très supérieure à tous les autres composés qui pourraient être éventuellement présents à l'intérieur, par exemple sous forme de traces sous forme liquide. Et en particulier, je vous ai parlé du fer au tout début, là, qui donnait la coloration verdâtre dans le verre. Et on voit que donc c'est ce qui est tout en bas, c'est le point. Donc on a vraiment des ordres de grandeur d'écart en termes de pression de vapeur saturante entre le silicium et le fer. Donc quand bien même il y aurait un petit peu de fer qui serait présent à l'intérieur du SiCl4, de toute façon, de par sa pression de vapeur saturante, on est sûr de récupérer en phase vapeur des vapeurs qui sont très très pures. Donc l'ensemble nous permet d'avoir à ce moment-là des verres de très haute pureté. Alors c'est un procédé, donc c'est cette approche qui va être ensuite exploitée pour développer trois principaux procédés au cours des années 70.
On a l'OVD, donc qui est en haut à gauche, donc on va venir déposer ces suies de silice sur un mandrin qui est en rotation. Donc on va construire de l'intérieur vers l'extérieur comme ça la préforme. Donc ça fait des suies, donc après il faut que ça soit consolidé, etc. Mais l'idée, voilà, c'est de déposer par OVD, qui veut dire Outside Vapor Deposition. On a la VAD qui est à droite, donc c'est la Vapor Axial Deposition. Donc là, on dépose sur le mandrin, mais c'est le mandrin qui va se lever. Et on peut à ce moment-là utiliser 2 chalumeaux, ce qui permet de déposer successivement le cœur et la gaine. Et enfin, on a la MCVD pour Modified Chemical Vapor Deposition, où on va venir déposer les suies à l'intérieur d'un tube en verre. Et au fur et à mesure que là, le chalumeau va se déplacer, ça va permettre de consolider les suies pour former les couches de verre au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 3 grands procédés qui existent pour pour fabriquer les préformes. En général, l'OVD et la VAD sont plus utilisés pour produire des préformes de grandes dimensions, donc très adaptées pour les télécommunications, parce que pour les télécommunications, on va vouloir exploiter et pouvoir étirer de grandes longueurs de fibres. La MCVD est plutôt utilisée pour tout ce qui va être fibres dites de spécialité, c'est-à-dire les fibres laser, les fibres capteurs, etc. Alors, donc fin de 79, là, on voit qu'il y a une espèce de petit point d'inflexion avant d'arriver à 100 km. Alors, est-ce que c'est la fin de l'histoire où ça va continuer? Ben non, l'histoire va continuer encore. On va gagner encore un petit peu. Alors, pour comprendre comment est-ce qu'on peut gagner après, donc on a vu sur le procédé. Après, il faut un petit peu se pencher sur la question de qu'est-ce que la transparence de la silice, d'où ça vient? Enfin, qu'est-ce qui va encore continuer d'absorber ou en tout cas d'atténuer le signal. Donc là, en très plein, vous avez un signal d'atténuation, donc la variation des pertes ou d'intensité en fonction de la longueur d'onde. Alors le minimum, vous voyez, d'atténuation, c'est vers 1,5 micromètre. Donc c'est pour ça que les télécommunications à longue distance sont développées à cette longueur d'onde, parce que c'est là où, quand on parle des 100 km, etc., c'est à cette longueur d'onde que le signal va pouvoir être transporté le plus loin. Juste à côté, on a une bande, alors ça, c'est des bandes d'absorption. Donc là, typiquement, ça correspond à la présence de radicaux hydroxyles. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être, donc c'est extrinsèque. On peut aussi, suivant les procédés, s'affranchir maintenant de cette bande OH. Et après, on a encore des raisons intrinsèques, vraiment propres au verre. Donc à gauche, on a tout ce qu'on va appeler la bande d'absorption infrarouge. Donc là, c'est lié aux vibrations des molécules. Donc là, c'est vraiment propre au verre. Donc on sait qu'en gros, au-delà de 2 microns, la silice va commencer à absorber fortement. Et donc, si on veut aller vers des plus grandes longueurs d'onde de transmission, à ce moment-là, il faut aller sur d'autres types de verres, des verres fluorés ou des verres à base de chalcogénure, parce que c'est des ions plus lourds. Donc, on va repousser à ce moment-là cette bande d'absorption du côté jusqu'à 10-30 microns, par exemple. Et ensuite, on a alors les 2 autres causes qui sont liées qui forment en tout cas la transparence de la silice. On a l'absorption ultraviolette, donc tout ce qui va être bande de valence, bande de conduction. Donc à ces longueurs d'onde dans l'infrarouge, la contribution de cette absorption ultraviolette va être très faible. Par contre, ce qui reste, c'est la diffusion relais, là qui est marquée en pointillé, parce que à l'intérieur du verre, on a toujours des hétérogénéités de structure. Donc, on va avoir ces fluctuations de densité qui vont occasionner, alors évidemment, c'est très faible, mais qui vont contribuer à avoir une diffusion relais. Et on voit que typiquement là où la silice est a priori la plus transparente, vers 1,5 micromètre, la contribution de la diffusion, la contribution majeure est liée encore à la diffusion relais. Voilà. Et alors pour information, donc alors après, il y a une ligne qui indique les imperfections de guide d'onde, mais on voit que l'atténuation théorique de la silice, ce serait de l'ordre de 0,01 dB du kilomètre. Alors juste pour comparaison, si on voulait faire une liaison transatlantique qui fait à peu près 6000 km, donc on voulait atteindre 1% de transmission après 6000 km, il faudrait des transmissions de 0,03 dB du kilomètre. Donc il faudrait gagner encore un ordre de grandeur par rapport à ça. Donc on voit que même avec la silice, a priori, on ne pourra jamais faire, si on s'en tient à ces valeurs théoriques, on ne pourra pas avoir de transparence suffisante dans la silice, il faudra toujours des amplificateurs. Alors, le travail, donc je vous ai dit, a continué. On a continué, il y a une amélioration de cette transparence par rapport à la fin des années, donc des années 70, où on était arrivé à 0,2 dB du kilomètre. Donc là, le tout dernier record, donc, qui a été présenté l'année dernière à OFC, c'est donc la courbe que l'on voit à droite, en très plein, là, qui correspond donc à une atténuation de 0, on est juste en dessous des 0,14 dB du kilomètre, 0,1397 dB du kilomètre.
Alors, comment est-ce que ça a été obtenu? On obtient ça? Alors, donc là, il y a un changement de paradigme dans le sens où je vous ai dit jusqu'à maintenant, on avait des fibres télécom avec un dopage de germanium à l'intérieur dans le cœur pour augmenter l'indice de réfraction. Le dopage germanium induit des fluctuations aussi de composition, donc va favoriser la diffusion relais. Donc l'idée, c'était de partir sur un cœur qui va être uniquement de silice, de manière à limiter ces fluctuations déjà de composition, et d'avoir autour, parce qu'il faut toujours regarder quand même cette différence d'indice entre le cœur et la gaine, et donc autour de ce cœur qui va être de silice, des couches de silice dopé fluor vont être ajoutées, et le fluor, lui, a la particularité de baisser l'indice de réfraction. Donc on garde à ce moment-là cette différence d'indice de réfraction entre le cœur et la gaine. Donc il y a la limitation de la fluctuation de composition par le fait qu'on n'ait que de la silice. Après, il y a aussi les fluctuations possibles de densité. Et là, en fait, ce qui va être important, ça va être de jouer sur la façon dont la fibre va être étirée, en particulier la vitesse à laquelle on va changer sa température, hein, parce que quand on étire une fibre, donc on porte la préforme à 2000 degrés typiquement, et ensuite, on a un quenching, hein, très rapide en température. Et ce quenching fait que, en fait, on va geler finalement le verre à un moment où il n'aura pas forcément atteint son état d'équilibre, hein, où il sera le plus stable. On va le geler dans un état qui est entre le liquide et l'état le plus stable. Donc, on parle à ce moment-là de température fictive. Et l'idée, ça va être de baisser cette température fictive qui correspond, en gros, plus on baisse la température fictive, plus on a un verre qui va être homogène. Et c'est ce qui a été fait ici. Alors, la façon de faire n'a pas été précisée, hein, mais ce que l'on voit, c'est dans le graphe qui est en bas à gauche, pour 0,15 dB du kilomètre, la température fictive associée était de l'ordre de 1500 degrés Celsius. Et là, ils ont réussi à baisser la température fictive à 1200 degrés Celsius. Donc, probablement qu'à l'issue du four d'étirage, il y a encore un four qui permet d'être plus progressif dans la baisse de température pour la fibre. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est un des paramètres importants pour limiter les fluctuations de densité dans la fibre finale. Alors pourquoi? Quel est l'intérêt de cette transparence, de ce gain? C'est ce qui est dans la figure après au milieu. C'est de gagner en nombre d'amplificateurs, hein. Si on pense à une liaison transatlantique, on a 70 km de fibre optique juste pour transporter de la lumière. Donc là, c'est de la fibre passive, à moins qu'elle casse, ça ne coûte pas très cher et ce n'est pas un gros investissement. Par contre, quand il faut amplifier, là, il y a des amplificateurs qui doivent être mis en place, il y a de l'électronique, il faut de l'alimentation, etc. Donc ça, c'est des gros postes de dépenses, un budget important dans le cadre d'une ligne transatlantique. Donc l'idée, c'est de diminuer. Donc c'est ce qu'on voit là, c'est qu'en augmentant cette transparence, à ce moment-là, le nombre d'amplificateurs est passé en gros de 150 à 130 à peu près. Voilà. Donc c'est ça la motivation de gagner cette transparence. Et après, donc si on compare alors la courbe en bas à droite, je commente la ligne du haut, c'est l'état de l'art dans les fibres commerciales, et en bas, c'est ce qui se passe dans les labos de recherche. Donc, je vais plutôt commenter celle qui est en bas. Donc, on voit que 79, on était à 0,2 dB du kilomètre. 85, on arrive à 0,15. Ça a plafonné pendant 30 ans, hein. Après, il y a une petite chute là et on replafonne un petit peu. Donc, on sent qu'on est quand même, voilà, avec 0,14 dB du kilomètre, on est à peu près dans les limites de ce qu'on peut faire avec la silice. Alors, du coup, il y a d'autres verres, hein, qui existent évidemment, et en particulier, il y a les verres fluorés qui sont très intéressants parce que donc là, vous avez les courbes de transmission pour l'atténuation théorique de la silice, hein, qu'on retrouve donc avec le minimum vers 1,5 micromètre. Et puis, si on regarde pour les verres fluorés, l'atténuation théorique devrait descendre à 0,01 dB du kilomètre. Donc, on va gagner 1 ou 2 ordres de grandeur sur la transmission. Donc ça serait vraiment très intéressant. Maintenant, quand les fibres sont préparées, à ce moment-là, on voit que l'atténuation des fibres fluorées est à peu près de l'ordre de grandeur ou un petit peu moins bonne que la silice. Mais en tout cas, il y a quelques décades à gagner par rapport à ce qui est attendu théoriquement. Alors pour ça, je sais que c'est assez débattu, mais je vais quand même l'évoquer, c'est un sujet qui actuellement anime la communauté, c'est qu'il y a des étirages alors il y a un étirage des verres qui est proposé dans le cadre de la microgravité. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la courbe d'atténuation des fibres en silice, là qu'on retrouve la courbe théorique des fibres. Alors, Zi blanc, c'est pour les fibres verres fluorées.
Et il y avait cette courbe-là qui apparaissait, qui montrait qu'il y aurait des fibres faites dans l'espace, qui aurait la courbe de transmission identique à ce qui était attendu du point de vue théorique. Alors, au début, il n'y avait pas le This data are expected results, donc on pensait que c'était vraiment des vraies mesures, mais en fait, c'est ce qui serait attendu. Et alors là, plus récemment, en fait, le mois dernier, il y a eu une présentation par le groupe, avec donc, le professeur Adélaïde, c'est un sujet il y a un gros consortium qui a été monté, hein, vous voyez, l'Université d'Adélaïde, IPHT, etc. Et puis aussi donc, des partenaires tels que la NASA, l'ESA, qui se sont impliqués dans ce projet. Donc, et qui ont comparé, qui ont fabriqué des préformes de verre fluoré et qui ont été étirés sur Terre, donc les ground reference, et puis étirés aussi dans l'espace. Et ce qu'on voit, alors, on n'atteint pas les 0,01 dB du kilomètre comme ce qui serait attendu théoriquement, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que c'est étiré dans l'espace, à ce moment-là, il y a une diminution des pertes au niveau de 900 nanomètres vers les courtes longueurs d'onde. Donc, il y aurait une amélioration de transmission liée au fait qu'on ait moins de diffusion relais. Donc voilà, donc c'est un travail qui est en cours de réalisation, mais voilà, il y a un intérêt pour cette activité. Donc là, c'est un exemple d'appareil qui est utilisé. Alors évidemment, dans le cadre de l'étirage sur Terre, on utilise la gravité pour initier la formation de l'étirage. Dans le cadre de la microgravité ou dans l'espace, ça, c'est plus possible. Donc il y a un mécanisme qui va permettre de tirer sur la fibre. Mais donc ça peut être réalisé dans l'ISS. Donc là, c'est une photo prise dans l'ISS. Et pour l'instant, la plus grande longueur de fibre dans le cadre de ce projet, ça a été jusqu'à 1 kilomètre à peu près de fibres qui sont obtenues. Donc voilà, donc c'est un travail à suivre. On va voir ce que ça va donner. Alors finalement, si on revenait à la silice pour la transparence, donc là, travaux tout à fait récents, hein, c'est même pas encore publié, c'est dans un archive là, de 2025. Donc on a en violet et magenta, on va retrouver les fibres, l'atténuation dans les fibres de silice qu'on a actuellement. Et puis en bleu, il y a voilà, dans une nouvelle fibre, on a une atténuation qui est mesurée ici à 0,095 dB du kilomètre. Donc pour l'instant, c'est donc on est en dessous pour la première fois du 0,1 dB du kilomètre. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? Alors, je dis que c'est une fibre de silice. En fait, c'est partiellement de silice. Ce qui va être la stratégie qui est utilisée ici, à ce moment-là, c'est une fibre à cœur creux. Donc, ce que vous voyez, c'est que, alors ça, c'est c'est uniquement un zoom sur le cœur, hein. Il faut imaginer qu'il y a la gaine qui est tout autour. Et tout ce qui est blanc, ça correspond au verre de silice. Et tout ce qui est noir va correspondre à la présence d'air. Donc, en fait, là, cette structure a la particularité de pouvoir guider la lumière. Et la lumière va être confinée entre les différents cercles au milieu, hein, de manière donc on limite tout le contact avec le verre, et donc à ce moment-là, une transmission qui va permettre d'avoir ces pertes de 0,1 dB du kilomètre. Alors voilà, donc c'est une structure très fine, hein, pour vous donner. Donc vous avez une barre d'échelle 330 micromètres. Les tubes, là, ce qu'il faut voir, là, les cercles, hein, l'épaisseur des cercles, c'est que 500 nanomètres. Hein, donc, c'est de la dentelle. Hein, c'est vraiment une très belle réalisation. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc là, là, on a gagné en transparence. Mais en même temps, comme la lumière se propage dans l'air, du coup, on a aussi gagné en vitesse. Parce qu'à ce moment-là, la lumière qui voyageait à 200 000 km par seconde dans le verre revoyage à nouveau à 300 000 km par seconde au sein de la fibre. Alors, qu'est-ce que ça a comme intérêt? Des intérêts, c'est que, par exemple, sur une liaison transatlantique, on va gagner 10 millisecondes à peu près. Et ça pourrait intéresser en tout cas les traders qui veulent passer des ordres de vente d'achat le plus rapidement possible. Alors, c'est un sujet. Donc ça, c'est l'équipe de Francesco Poletti à l'ORC. Et donc, il y a Microsoft qui développe aussi ce genre de fibre, donc qui a acheté des tours d'étirage. Donc, c'est vraiment des fibres qui vont arriver sur le marché là, très, très prochainement. Alors là, il y a comment est-ce qu'on peut extrapoler ces résultats? Est-ce qu'on peut faire mieux? Là, c'est ce qui est proposé à gauche, et on voit que si on optimise l'épaisseur des cercles, etc., qu'on se décale en longueur d'onde, qu'on augmente la taille du cœur, etc., on pourrait, avec une transparence à 2 microns, à ce moment-là, atteindre 0,04 dB du kilomètre. Donc, il y a encore, potentiellement, il y a encore un peu de gain en transmission qui peut être obtenu. Après, en changeant sur la taille du cœur et sur les transparences. Par contre, un inconvénient, c'est qu'on augmente les pertes à la courbure. En tout cas, c'est beaucoup plus sensible aux pertes à la courbure. Donc, il faudra être beaucoup plus vigilant sur le maintien des fibres, les microcourbures, etc. Alors, donc voilà, donc pour les recherches très actuelles sur tout ce qui va concerner l'ultra-transparence. Et puis maintenant, donc voilà une fibre télécom, hein, le cœur, la gaine, et puis ce qui est jaune autour, c'est le revêtement polymère pour renforcer les propriétés donc mécaniques.
Alors pourquoi maintenant on va vouloir chercher à mettre donc les nanoparticules dans les fibres? Puisque, bah, de par leur différence d'indice de réfraction, elles vont contribuer à la diffusion de la lumière. Donc on pourrait se dire qu'il y a quand même, voilà, par rapport à c'est ruiner un peu toutes les recherches qui ont été faites jusqu'à maintenant. Alors, il y a un intérêt, il y a un vrai intérêt. On peut voir par rapport alors, déjà, ça s'inscrit dans un historique sur les nanoparticules d'une manière générale dans le verre, hein. Les premières vitrocéramiques, en tout cas, ouais, ça date des années 1950 par Stucky, là, chez Corning. Donc là, on était plutôt intéressé par les propriétés thermomécaniques. Et après, à partir de 1975, donc on a une première vitrocéramique avec des propriétés optiques par François Hauzel. Donc là, l'idée, c'était de mettre les ions luminescents, en particulier les ions de terre rare, dans les nanocristaux, de manière à favoriser des mécanismes de transfert d'énergie, donc contrôler les propriétés d'émission de ces ions de terre rare. Et 1980, alors le problème, c'est que là, en 75, les cristaux étaient assez gros, donc on a une vitrocéramique qui était très opaque. 1993, première vitrocéramique dite transparente qui apparaît, qui est publiée. Donc toujours la même idée de mettre les ions luminescents à l'intérieur des nanocristaux, travailler sur les propriétés de luminescence. Alors, première vitro vendue comme optique transparente, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était sur du massif, une épaisseur de 2,5 micromètres et que la transmission était de 80%. Donc, ce qui est sûr, pour du massif, c'est très bien. Maintenant, en termes sur la longueur d'une fibre optique, c'est encore assez peu exploitable. Et puis 1998, on a le premier papier qui apparaît sur la fibre optique vitrocéramique. Et là, l'idée, c'était pas de se dire est-ce qu'on peut jouer sur les propriétés de luminescence, parce que ça, tout le monde était convaincu. C'était plutôt de se dire, bah, on voit le titre, hein, c'est est-ce qu'on peut avoir un guide d'onde vitrocéramique qui va être transparent. Et donc, évidemment, bah, la question va être, la réponse en tout cas va être oui. Donc, ça va initier ce travail-là. Et alors, il y a eu il y a plusieurs applications hein, qui en découlent. Alors, tout ce qui va être propriété de luminescence, pour l'instant, ça reste encore assez un petit peu héroïque parce qu'il y a toujours ce problème de diffusion de lumière qui intervient. Par contre, il y a plein d'applications pour lesquelles la diffusion de lumière peut être vraiment importante. Alors, évidemment, il y a pour l'éclairage, hein, par exemple, vous avez une fibre ici diffusante, donc ça c'est même une fibre du commerce, hein, la fibre Fibrance, qui permet bah, d'avoir une source d'éclairage. Donc on peut tout à fait, dans les cadres de l'architecture, utiliser ce type de fibre. Et puis après, il y a une application importante pour tout ce qui va être les capteurs, où on va exploiter la lumière qui va être rétrodiffusée. Et de par l'analyse de cette lumière rétrodiffusée, on peut à ce moment-là faire des capteurs de température en 3D, comme on va à gauche. Je vais remettre la vidéo. On peut mettre les fibres autour d'une seringue, enfin d'une aiguille en bas à droite. Et on voit à ce moment-là la déformation de l'aiguille en temps réel, à peu près. Donc ça pourrait être appliqué après à des structures plus grandes ou avoir des tissus intelligents, etc. Donc il y a plein d'applications en fait vraiment pour ce type de fibres qui occasionnent de la diffusion de lumière. Alors comment est-ce qu'on va les obtenir? Les premiers procédés qui avaient été proposés, c'était très proche de ce qui est appliqué généralement pour les vitrocéramiques, à savoir la fibre était obtenue, on applique un traitement thermique dessus, et puis à ce moment-là, on peut, en choisissant convenablement le traitement thermique, c'est-à-dire la température et la durée de chaque température, d'avoir à ce moment-là, bah, de contrôler la nucléation, puis la croissance de ces nanocristaux. Donc ça marche pour obtenir des fibres avec des cœurs oxyfluorés, voilà, ou des nanoparticules d'oxyde aussi dans de la silice. Après, ça présente quelques limitations, cette approche, parce que bah, le polymère, le fameux revêtement jaune, il faut pouvoir l'enlever, donc après le remettre pour les fibres. Le traitement thermique peut être appliqué, peut nécessiter des hautes températures, donc on peut à ce moment-là fragiliser la fibre, ou si on le fait dans un four, ben, on va être limité par rapport à la longueur du four. Donc une approche intéressante qui permet pas mal de contrôle, mais on peut essayer d'aller sur un autre procédé qui va être en fait ce qu'on a fait, c'est d'utiliser à ce moment-là le procédé MCVD, je discutais tout à l'heure, où là, donc une fois qu'on a déposé les couches de silice, couches poreuses à l'intérieur du tube de silice, on va à ce moment-là avoir une étape qu'on appelle de dopage en solution, où les ions d'intérêt, tout ça peuvent être dispersés, donc venir s'absorber à l'intérieur des pores. Ensuite, on enlève cette solution de dopage, on va densifier, consolider la couche poreuse, refermer le tube, c'est à ce moment-là l'étape de rétrain, on obtient la préforme, et la préforme est étirée à ce moment-là à 2000 degrés. Donc là, tout au long du procédé, bah, comme on travaille avec de la silice, on met en œuvre des températures très élevées, hein, de l'ordre de 2000 degrés. Voilà. Donc ça va être un point important. On va voir qui va être un point qui peut être néfaste ou au contraire qu'on peut exploiter pour les nanoparticules.
Alors, la première approche, eh ben, c'est de tirer profit de ce dopage en solution. Au cours du dopage en solution, on peut disperser les nanoparticules, ce qui paraîtrait le plus simple, hein, c'est-à-dire qu'on prépare déjà les nanoparticules, on les disperse, et puis bah, après on regarde ce qui va se passer. Alors évidemment, la difficulté, c'est quelle est la survie de ces nanoparticules au cours du procédé, puisque bah, on a de la silice, on a des hautes températures, etc. Alors c'est une approche qui peut être viable. Par exemple, on va montrer avec les phosphates d'iterbium. Si on part avec des phosphates d'iterbium, on obtient à la fin, donc dans le cœur de la fibre, donc on voit les petits, le carré par exemple, qui est quand même le signe que les particules sont à ce moment-là sont cristallines, hein. Quand c'est amorphe, c'est circulaire. Et effectivement, en faisant du thème, on retrouve la forme des particules de phosphate d'iterbium. Et en plus, on voit que ces particules sont allongées, et ont une orientation préférentielle par rapport à l'axe des tirages. On l'a montré aussi avec ZRO2. Alors ZRO2, c'est intéressant parce que vous avez le diagramme de phase là ici entre ZRO2 et SiO2. Alors nous, en général, on est avec des concentrations très élevées en silice, hein. Donc on va se trouver plutôt à droite de ce diagramme de phase, et on voit que il y a en étant à droite de ce diagramme de phase, à des températures, typiquement, j'ai remis la ligne des demi-degrés pour donner un ordre de grandeur par rapport au procédé de fabrication. On voit que, en étant très à droite, on a une forte probabilité d'avoir une réaction, de refaire qu'un seul liquide homogène entre ZRO2 et SiO2, ce qui veut dire que les particules pourraient fondre. Et après, quand on redescend en température, on pourrait éventuellement même faire du ZR et SiO4. Enfin, voilà, c'est un petit peu, ça peut être un peu compliqué. Alors, ce qu'on a fait, donc on a dispersé ces nanoparticules de ZRO2. Effectivement, après, en analysant dans la fibre, on a réussi à montrer qu'on avait bien toujours des nanoparticules de ZRO2. Donc, on a la diffraction d'électrons qui est en haut à droite. Et puis en bas, donc j'ai mis cette image parce qu'il faut aussi des fois avoir un petit peu de chance. Puisque je vous ai dit, il y a du ZrSiO4, cette phase-là qui est possible. Et si comme en faisant par EDX, la silice, on ne serait pas capable de savoir si elle vient de la particule ou de la matrice qui est autour, hein, qui est de la silice. Donc là, on a eu de la chance que il y a une partie de la particule qui était en dehors de la matrice de silice. Donc par EDX, on a bien montré qu'on avait bien que du ZRO2 et qu'il n'y avait pas de silice dans cette partie-là. Alors là, ça a bien marché, mais ce n'est pas toujours le cas, hein, en termes de survie des particules. Quand on regarde dans la littérature, là, vous avez des exemples avec d'autres particules. Donc, par exemple, le Y3L5O12, donc le YAG. Donc, la température de fusion, bon, c'est vers 2000 degrés, donc on peut s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Et on voit que les nanoparticules finales observées dans la fibre, dans le cas des procédés MCVD, si on a du phosphore dans le cœur, à ce moment-là, on a une réaction du YAG qui passe en phosphate d'yttrium. Et s'il n'y a pas de phosphore, à ce moment-là, on a toujours des particules, mais c'est à ce moment-là ce qu'on appelle des IAS, mais qui sont amorphes. Donc il y a voilà, une réactivité là qui a été mise en avant. Pareil pour les nanoparticules d'alumine, hein, on va avoir à ce moment-là un mélange alumine-silice qui va se faire, et des nanoparticules amorphes. Et un des critères qui était souvent mis en avant, c'était la température de fusion de ces particules. Alors souvent, la température de fusion, c'est la température de fusion des massifs, hein, c'est jamais la température de fusion des nanoparticules. Et on voit que ce n'est pas non plus le bon critère, en tout cas considéré par rapport à la réactivité, puisque dans le cas des verres de phosphate, dans le cas des verres de phosphate chauffés à 620 degrés, donc des nanoparticules d'yttrium ont été mélangées, et on voit que bien que la température de fusion de Y2O3 soit de 2425, donc très très au-dessus de la température du verre qui est à 620 degrés, il y a quand même une réactivité, et on a à nouveau des particules de phosphate d'yttrium qui sont formées. Voilà, donc là, donc il y a toute une activité à déterminer, à étudier cette réactivité des particules en fonction des températures de silice, etc. Alors, puisque les particules ne survivent pas tout le temps, on peut aussi mettre en œuvre, en particulier à cause de la température, on peut aussi mettre en œuvre la température, exploiter les traitements thermiques pour former les particules, hein, parce que si on regarde ici, donc on a le diagramme de phase de la silice avec des alcalis terreux, le strontium, calcium, magnésium, on voit qu'on a un dôme d'immiscibilité qui apparaît. Et donc, ce dôme d'émissibilité signifie que normalement, le verre doit spontanément démixer en une phase riche en magnésium, par exemple, et l'acide, donc former des particules. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, on dissout des chlorures de magnésium au moment du dopage en solution. Et quand on prend une section transverse de la fibre obtenue par cette approche, on voit qu'on a des points blancs dans le cœur qui correspondent bien à la présence de nanoparticules dans le cœur.
Alors là se pose une autre question, hein, on va revenir sur les aspects de matériaux, c'est-à-dire qu'on a des nanoparticules qui sont formées par séparation de phase dans le verre. Maintenant, donc on voit le contraste là par microscopie électronique, mais la question, si on va aller un peu plus loin, c'est de se poser la question à se poser, c'est quelle est la composition de ces particules. Et là, c'est pas si trivial que ça, parce qu'on est dans des particules qui font 50 nanomètres, voire moins. Donc, on a fait de la sonde atomique tomographique, par exemple, et ce que l'on a vu, c'est que, ce qui n'était pas forcément attendu, c'est que la composition des particules va varier en fonction de leur taille. Vous voyez, on a un enrichissement en magnésium ou en phosphore à l'intérieur des particules en fonction de leur taille. Alors, c'est évidemment, donc, alors qu'on a vu aussi en dynamique moléculaire. Et ça, par rapport à un schéma classique, par exemple, théorie classique de nucléation, où on a une composition, quelle que soit la particule, on voit que là, on n'est pas du tout sur cette approche-là. On a un comportement qui est complètement différent. Donc ça a un impact, hein, c'est un impact de savoir ça sur les propriétés, par exemple, de luminescence. Je vous ai dit, on voulait mettre, par exemple, les ions de terre rares à l'intérieur des particules. Si on voulait limiter la diffusion, on visait les plus petites particules possibles. Le problème, c'est que ce qu'on voit là, c'est que les plus petites particules possibles, finalement, ont une composition qui est à peu près celle de la silice, donc pas forcément d'intérêt pour les modifications de propriétés de luminescence. Et puis l'autre aspect, c'est que quand on considère en général les approches pour la diffusion de lumière, on considère un seul indice de réfraction pour les particules et puis un indice de réfraction pour la matrice. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'un changement de composition signifie qu'on a aussi normalement un changement d'indice de réfraction en fonction de la taille. Donc, voilà. Donc là, il faut continuer à travailler sur ça pour améliorer nos connaissances. Et dernier exemple sur ce qu'on peut aussi gagner en connaissant grâce à l'utilisation des nanoparticules et sur l'aspect matériaux, c'est que la dernière étape, une fois qu'on a formé les particules, donc on fait un procédé d'étirage. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré une section transverse, on voit les petits points blancs. Donc, comme j'ai parlé de nanoparticules, vous avez probablement en tête le fait qu'elles soient toutes sphériques. Et en fait, non, quand on regarde une section longitudinale de la fibre, on voit que les particules qui étaient bien sphériques dans la préforme, en fait, liées au procédé d'étirage, les particules vont pouvoir complètement s'allonger, voire se fragmenter. Enfin, il y a toute une. Donc là, on peut complètement faire l'analogie. Alors, s'il y avait un doute, hein, savoir si le verre pouvait couler, là, on a vraiment une belle démonstration de ça. Et on peut faire tout à fait une analogie avec ce qui se passe en rhéologie, en mécanique des fluides. Si vous avez une particule qui est soumise à un cisaillement, l'écoulement va faire en sorte que les particules vont avoir tendance à s'allonger, puis vous avez une compétition entre l'écoulement qui tend à allonger les particules, la tension de surface qui va tendre à maintenir la sphéricité des particules, et la forme finale de ces particules va dépendre de ce qu'on appelle du nombre capillaire, qui est le rapport entre les forces visqueuses et la tension de surface. Donc, ils vont mettre en jeu la viscosité, le rayon initial de la particule, le taux de déformation, la tension de surface. Et si le nombre capillaire dépasse ce qu'on appelle un nombre capillaire critique, à ce moment-là, les particules étaient allongées, elles vont se fragmenter en plus petites gouttelettes. Et là, on peut faire le lien avec ce qu'on a pendant les tirages, puisque pendant les tirages, on va appliquer une force. Il y a une force qui est appliquée sur la fibre, et cette force, en fait, dépend de la viscosité, du taux de déformation et de la section. Donc, on va pouvoir jouer, modifier sur le nombre capillaire en modifiant la viscosité, donc du coup en modifiant par exemple les températures des tirages. Effectivement, c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'on a donc les images de microscopie électronique des nanoparticules, alors, tout en haut dans la préforme, et en bas, alors toutes les images ont exactement la même échelle. Et on voit, donc on avait les nanoparticules initiales dans la préforme, et on voit qu'en jouant par exemple sur la température des tirages, à ce moment-là, en étirant à haute température, donc 2050 degrés, on va avoir tendance à faire fondre les particules. 1950 degrés, on commence à former des particules allongées. Et quand on diminue la température, on augmente la viscosité, on augmente le nombre capillaire, on doit dépasser le nombre capillaire critique, a priori, puisqu'on voit qu'on arrive à obtenir à ce moment de la fragmentation de ces particules qui étaient allongées. Donc la température d'étirage est un paramètre aussi très important pour finalement décider, enfin en tout cas pour la forme des particules à la fin dans la fibre. Voilà, donc pour conclure,
Donc la transparence des fibres optiques, c'est évidemment à la base de nombreuses révolutions, en particulier des télécommunications. C'est un sujet qui est encore toujours qui est toujours d'actualité, hein. On voit en changeant les matériaux, par exemple vers les verres fluorés, sur des procédés, sur le design, hein, puisqu'il y a des fibres à cœur creux qui apparaissent. Donc ça reste un sujet qui est toujours très actif. Il ne faut pas penser que ça s'est arrêté à la fin des années 70. Et puis, il y a toujours voilà, le contre-pied, hein, de se dire, bon, voilà, maintenant qu'on sait faire quelque chose de très diffusant, de très transparent, pardon, si on faisait l'inverse, si on faisait quelque chose qui était très diffusant, on voit aussi que ça va permettre d'ouvrir pas mal de nouvelles perspectives du point de vue des applications et aussi finalement du point de vue de compréhension du matériau, et puis de mise en place de nouveaux procédés. Alors, j'en profite pour faire une petite publicité. Donc, avec l'USTV, on organise une école verre et optique sur la presqu'île de Gien au mois d'octobre. Donc, c'est ouvert. Les tarifs préférentiels, c'est jusqu'au 31 juillet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc tout ça, ça s'inscrivait dans le cadre du futur congrès matériaux. Donc c'est juste un tout petit aspect là qui a été développé, hein. L'idée, c'est pas de dire voilà, la session ne traitera que des fibres optiques et de la transparence. Non, non, c'est vraiment un des exemples. Au niveau des fibres, il y a encore plein d'autres aspects, les procédés 3D qui sont en place, etc. Enfin voilà. Donc maintenant, c'est à vous de venir pour présenter tous les autres aspects qui peuvent être traités sur les matériaux pour l'électronique et l'optoélectronique, avec un petit rappel pour la limite de soumission des résumés pour le 26 avril. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci Wilfried. Donc si vous avez des questions, passez par le chat. Moi j'ai une question de Béotien, enfin j'en ai deux peut-être. Est-ce qu'il y aura un intérêt à utiliser une silice plus dense? Parce que Plus j'ai pas vu dense, apparaître la densité dans les possibilités d'amélioration. plus dense, ça permettrait de jouer peut-être sur l'indice de réfraction. Après, est-ce qu'on Bien arrive à sûr. l'étirer? Faut voir si on arrive à garder cette densité. C'est-à-dire, on peut peut-être imaginer, enfin, à voir comment on arrive à faire une fibre au final avec la silice plus dense. Faut voir ce qui se passe pendant les tirages. C'est-à-dire peut-être pour la préforme, on pourrait la faire. Est-ce qu'on arrive à garder cette densité, cette augmentation de densité pendant tous les tirages? Ça, je sais pas, à voir. D'accord. Mais ça pourrait avoir un intérêt sur peut-être après sur les défauts qui pourraient être aussi présents à l'intérieur de la silice, parce que là, j'en ai pas du tout parlé, mais après, il y a des problèmes de défauts qui sont présents dans la silice et donc ça peut causer des problèmes de noircissement, enfin de photonoircissement ou radionoircissement. La présence d'une silice plus densifiée peut peut-être modifier aussi la présence de ces défauts. Donc ça, oui, si on trouve comment le faire, pourquoi pas? Très bien. Euh, Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre des nanoparticules qui vont permettre d'augmenter la constante de Verdet du verre, dans l'idée d'utiliser des capteurs magnétométriques? Alors oui, alors il y a des sujets qui sont alors en nanoparticules, il faudrait trouver des nanoparticules, ouais, magnétiques, qui pourraient développer ça. C'est quelque chose auquel on pense, ouais. Après, c'est le problème de la réactivité des nanoparticules tout le long du procédé, de pouvoir les garder. Mais oui, oui, c'est un des sujets qui serait intéressant, ouais. Il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore un peu de temps. Ah, je vois, question: comment gérer l'amplification dans les ah oui, ça c'est alors comment gérer l'amplification dans les HCF? C'est les hollow core fiber, hein, c'est les fibres à cœur creux. Oui, ça c'est a priori, ça va dépendre de la longueur d'onde à laquelle, l'idéal, c'est d'utiliser les amplificateurs qui existent déjà à 1,5, de souder sur ces fibres-là. C'est sûr que si on veut changer de longueur d'onde, à ce moment-là, il faut trouver des nouveaux amplificateurs, quoi. Donc, tant qu'on reste sur du 1,5, on peut le gérer. Si on change de longueur d'onde, il faut trouver, voilà, il faut adapter. Avez-vous essayé l'oxyde de beryllium? Non, j'ai pas essayé l'oxyde de beryllium.
Trop dangereux. BO. Sylvie? Oui, une question de béotienne. Vous avez envisagé des nanoparticules d'oxyde, YAG et alumine. Qu'est-ce qui a prévalu dans ce choix et pourquoi pas envisager d'autres types d'oxydes, voilà, d'autres types de particules? Les YAG et alumine, c'était de revue de littérature, hein, c'était donc c'est voilà, donc après l'idée maintenant c'est pour améliorer la compréhension, ça serait effectivement d'essayer plein d'autres compositions et de particules. Alors, par exemple, on pourrait penser qu'une des particules qui serait intéressante si on arrivait à la conserver, c'est des particules fluorées, des nanoparticules fluorées, parce que pour les propriétés de luminescence, le fluor apporte vraiment d'autres propriétés qu'on n'a pas dans les cas des oxydes. Mais dès qu'on met quelque chose qui est NaYF4, on va dire quelque chose comme ça, le fluor réagit avec le silicium, on fait du SiF4 et puis on n'a plus de fluor, quoi. Mhm. Donc il y a d'autres particules qui sont d'intérêt, mais voilà, on a ces problèmes de contraintes. Merci. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Il est exactement presque 14 heures. Merci Wilfried pour cet Merci exposé à vous. extrêmement Merci. intéressant qui ferait que je ne regarderai plus ma fibre optique de la même manière. Et puis, à dans un mois pour le prochain webinaire du FFM ASFA. Au revoir. Au revoir.